Quand on a tout perdu, il arrive qu'on fasse des choix qui paraissent insensés aux yeux des autres. Élie Mercier n'avait plus que 3 000 € en poche lorsqu'il a acheté cette locomotive rouillée, et toute sa ville a cru qu'il avait définitivement perdu la raison. Sa fille adolescente en avait honte. Ses voisins chuchotaient dans son dos. La famille de sa défunte épouse le traitait d'idiot. Mais Élie se souvenait de quelque chose que son père lui avait dit un jour, une histoire de train disparu et d'un secret enfoui depuis des décennies. Chaque soir, après que sa fille était couchée, il travaillait dans cette gare de triage glacial, armé seulement d'une lampe de poche et des vieux outils de son père. Toute la ville se moquait de ce père veuf qui tentait de réparer un train qui ne roulerait plus jamais. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il n'essayait pas de le faire rouler. Il cherchait quelque chose qui, selon son père, valait plus que de l'or. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur de cette machine oubliée était une découverte à 187 millions d'euros qui a tout changé. Mais comment résoudre un mystère enfoui depuis 70 ans? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si ce récit vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. La brume matinale s'accrochait bas sur Douceval tel un drap gris, adoucissant les contours d'une ville qui avait connu des jours meilleurs. Élie Mercier se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant le soleil qui luttait pour percer les nuages tout en savourant sa deuxième tasse de café. La tasse en céramique, un cadeau de la fête des pères de Manon il y a 3 ans, à l'époque où elle croyait encore qu'il pouvait tout réparer, était chaude contre ses paumes calleuses. À 42 ans, Élie se mouvait avec la dignité silencieuse d'un homme qui avait appris à porter le poids du monde sans se plaindre. Ses cheveux bruns laissaient apparaître des fils d'argent aux tempes, mérités au fil de 2 années de veuvage et de 6 mois de chômage. Les rides du rire autour de ses yeux verts s'étaient creusés pour devenir quelque chose de plus permanent, sculpté par des nuits blanches passées à contempler des factures impayées et des candidatures sans réponse. La maison de campagne qui l'entourait racontait l'histoire d'une famille qui faisait de son mieux pour tenir bon. La présence de Sandrine persistait dans chaque meuble soigneusement choisi, chaque photo de famille encore accrochée exactement là où elle les avait placés. Le salon abritait toujours son fauteuil de lecture préféré, un fauteuil relax Bordeaux que ni Élie ni Manon n'avaient eu le cœur de déplacer. Ses livres restaient sur la table d'appoint, des romans sentimentaux et des magazines de jardinage qu'elle n'avait jamais fini de lire. « Papa, je ne trouve pas mon cahier d'histoire. » La voix de Manon descendait l'escalier, teintée de cette frustration particulière d'une jeune fille de 16 ans en retard pour le lycée. Elle apparut quelques instants plus tard dans l'embrasure de la cuisine. Ses cheveux auburn, si semblables à ceux de sa mère, étaient relevés en une queue de cheval désordonnée. Des cernes sombres sous ses yeux bruns témoignaient d'une autre nuit agitée, même si elle n'admettrait jamais les cauchemars qui hantaient encore ses rêves. Manon avait grandi de plusieurs centimètres l'année passée, comme si le deuil l'avait étirée vers l'âge adulte trop rapidement. Elle se déplaçait avec la grâce de Sandrine, mais portait la mâchoire obstinée d'Élie. Cette combinaison la rendait belle d'une manière qui le terrifiait, surtout quand elle le regardait avec une déception qui le blessait plus profondément que n'importe quelle critique de ses voisins. « Regarde sur la table de la salle à manger, » dit Élie en remplissant à nouveau sa tasse. « Tu travaillais sur ton projet sur la résistance française hier soir. » Elle disparut et revint avec le cahier, lui lançant un regard qui mêlait gratitude et embarras. Leur relation était devenue une danse prudente de petites attentions et de tensions inexprimées. Tous deux tentaient de naviguer dans un monde qui semblait fondamentalement changer sans la présence rassurante de Sandrine. « Madame Dubois a encore appelé hier, » dit Manon en enfilant son sac à dos. « À propos du crédit immobilier. » La mâchoire d'Élie se contracta. À 16 ans, Manon ne devrait rien savoir des mensualités de crédit ou des avis de retard de paiement, mais la pauvreté avait le don de dépouiller l'enfance de son innocence. « Je vais m'en occuper. » Avec quel argent? La question flotta entre eux, brutale dans son honnêteté. Le visage de Manon s'adoucit immédiatement de regret. « Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas. Je sais. » Il tendit la main et lui serra l'épaule. « J'y travaille. » Elle hocha la tête, mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Manon avait hérité du pragmatisme de Sandrine en plus de sa beauté, et elle comprenait leur situation mieux qu'Élie ne l'aurait parfois souhaité. L'emploi à l'usine qui les avait fait vivre pendant 15 ans avait disparu, tout comme le reste du tissu industriel de Douceval. Ses allocations chômage avaient pris fin il y a 2 mois, et les économies que Sandrine avait patiemment constituées durant ses années comme secrétaire d'école avaient été englouties par les frais médicaux et les dépenses funéraires. Après le départ de Manon pour le lycée,
Élie déambula dans la maison qui avait autrefois été un sanctuaire et qui ressemblait maintenant davantage à un mausolée. Il s'arrêta devant la cheminée où une photographie de Sandrine lui souriait, prise le jour de leur mariage. Elle portait la robe de sa grand-mère et un bouquet de fleurs sauvages cueillies dans le jardin de leur voisine, car ils n'avaient pas les moyens d'engager un fleuriste. Elle était magnifique, mais plus que ça, elle était son encre. Le genre de femme capable de tirer le maximum d'un euro et de faire de leur petite maison un palais. « Je ne sais plus quoi faire, Sandrine, murmura-t-il à la photographie. Je suis en train de la laisser tomber. Le silence qui lui répondit semblait lourd de jugement. Sandrine aurait su exactement comment gérer leur crise financière. Elle aurait trouvé un moyen de s'en sortir sans sacrifier l'avenir de Manon ou la dignité de leur famille. Au lieu de cela, Manon était coincée avec un père qui avait passé sa carrière à suivre les instructions des autres et se retrouvait maintenant perdu, sans feuille de route. Le téléphone sonna, interrompant son autoflagellation. L'afficheur indiquait « la case de M. Dubois », et Élie sentit son cœur manquer un battement. Le vieux Jean Dubois l'avait appelé 3 jours plus tôt à propos de quelque chose qui, selon lui, pourrait l'intéresser. Quelque chose en rapport avec le passé de cheminot de son père. Élie. C'est Jean Dubois. Tu as encore réfléchi à ce dont on a parlé? J'y pense toujours. Élie avait fait plus que penser. Il était resté éveillé la nuit, retournant les mots de Jean dans son esprit comme des galets dans une rivière. Eh bien, j'ai un autre acheteur qui vient la voir demain. Un passionné de chemin de fer de Lyon avec les poches bien pleines. Si tu la veux, il vaut mieux que tu viennes aujourd'hui. Élie ferma les yeux. 3 000 euros. C'était tout ce qui lui restait sur leur compte courant. De l'argent qui aurait dû servir à payer la mensualité du crédit dû dans 2 semaines. De l'argent qui représentait la différence entre garder leur maison et rejoindre le nombre croissant de familles de Douceval qui avaient tout perdu. Mais quelque chose dans sa poitrine se serra à l'idée de laisser cette locomotive disparaître dans le musée privé d'un collectionneur. Son père, Thomas Mercier, avait travaillé pour la SNCF pendant 43 ans avant qu'une crise cardiaque ne l'emporte quand Élie avait 25 ans. Thomas avait été un homme taiseux qui parlait en termes pratiques de choses pratiques. Mais parfois, généralement tard dans la nuit, quand il pensait que son fils dormait, Élie l'avait entendu se parler à lui-même de trains qui transportaient plus que du fret et de secrets qui mouraient avec les hommes qui les gardaient. « J'arrive dans 1 heure », s'entendit-il dire. La case de M. Dubois occupait une dizaine d'hectares d'anciennes terres agricoles à la périphérie de Douceval. Des générations de rêves abandonnés rouillaient sous le ciel de la Normandie. Des voitures abandonnées, du matériel agricole obsolète et les vestiges du passé industriel de la ville. Jean Dubois avait hérité de l'entreprise de son père et achetait et vendait de la ferraille depuis 30 ans, développant un œil pour ce qui avait de la valeur et ce qui n'était que du rebut. La locomotive reposait sur une section de voie derrière le bureau principal, ressemblant à un géant endormi. La locomotive 447 avait été construite en 1943, selon les numéros délavés encore visibles sur son flanc. C'était une locomotive de fret de la SNCF conçue pour transporter de lourdes charges à travers la France pendant les années de guerre. Maintenant, la rouille recouvrait sa peinture noire comme une barbe rousse, et les mauvaises herbes poussaient à travers les interstices de son châssis. « Elle est là depuis 2 ans, dit Jean, faisant le tour de la machine avec la révérence d'un homme qui appréciait le bel ouvrage. Je l'ai achetée à la SNCF quand il mettait au rebut les vieilles machines à vapeur, j'ai toujours eu l'intention de la restaurer. Mais bon sang, j'ai 73 ans. Qu'est-ce que je vais faire d'une locomotive? Élie passa la main sur le flanc de la machine, sentant la texture rugueuse des écailles de rouille et de la vieille peinture. Le simple fait de toucher le métal lui serra la poitrine d'une émotion qu'il ne pouvait pas nommer. Vous avez dit qu'elle vous rappelait mon père. Tom a travaillé sur des machines comme celle-ci pendant la guerre. Il avait un don avec les vieilles machines à vapeur que les plus jeunes n'ont jamais vraiment maîtrisé. Le visage buriné de Jean se plissa de souvenirs. Il disait que ces machines avaient une âme. Il disait que si on écoutait attentivement, elles vous raconteraient leurs histoires. 3 000 euros en liquide et je te donne la section de voie sur laquelle elle repose environ 15 mètres de rail et de traverse assez pour lui donner une belle allure. Élie fit lentement le tour de la locomotive, évaluant son état. La chaudière semblait solide malgré la rouille et ses roues étaient toujours bien alignées sur les rails. Avec suffisamment de travail et d'argent, plus d'argent qu'il n'en avait, elle pourrait probablement être remise en état de marche. Mais ce n'était pas ce qui l'attirait vers elle. La façon dont elle reposait sur ses rails,
patiente et en attente, lui rappelait les histoires de son père sur les trains qui transportaient l'espoir à travers les jours les plus sombres de la guerre. Elle fonctionne. La dernière fois que quelqu'un a essayé, c'était il y a 15 ans. La chaudière est froide depuis, mais la mécanique est saine. Ton père aurait adoré travailler dessus. Ellie pensa aux questions pragmatiques de Manon et à ses propres préoccupations pratiques. 3 000 € pourraient payer 3 mois de crédit immobilier ou des courses pour le reste de l'année, ou un millier d'autres choses dont ils avaient réellement besoin. Mais quand il regardait la locomotive 447, il ne voyait pas un tas de ferraille. Il voyait les mains de son père se déplaçant avec une précision experte sur des machines similaires, entendait la voix de son père parler de trains qui transportaient des secrets et des histoires qui survivaient aux hommes qui les avaient vécus. Je la prends. La transaction prit 1 heure. Jean Dubois s'occupa de la paperasse avec l'efficacité d'un homme qui avait vendu des milliers de morceaux de rêves abandonnés au fil des décennies. Ellie signa le transfert de propriété et fit un chèque qui laissa leur compte courant avec 47,32 €. Le temps qu'il rentre chez lui, la nouvelle de son achat s'était déjà répandue à travers le réseau de commérages efficaces de Douceval. Madame Dubois de la Poste était dans son jardin quand il s'engagea dans son allée. Elle lui lança un regard qui mêlait pitié et incrédulité. Le même regard qu'elle avait eu aux funérailles de Sandrine quand elle pensait que personne ne la regardait. 2 maisons plus loin, Stéphane Lefebvre lavait son camion en faisant semblant de ne pas le fixer. Mais Ellie pouvait sentir le poids du jugement de ses voisins. Manon l'attendait dans la cuisine quand il passa la porte. Ses livres de cours étaient étalés sur la table, mais son attention était entièrement tournée vers lui. Chloé Dubois dit que tu as acheté un train. Une locomotive. Avec quel argent? La question portait la même honnêteté brutale que leur conversation du matin, mais elle était maintenant aiguisée par quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Ellie s'assit en face d'elle, se sentant soudain plus vieux que ses 42 ans. Je sais comment ça sonne. Ça sonne complètement fou. La voix de Manon se brisa légèrement. Papa, on ne peut pas payer le crédit et tu viens de dépenser 3 000 € pour un tas de ferraille qui ne roule même pas. Ce n'est pas de la ferraille. Les mots sortirent plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Ton grand-père. Papy est mort depuis 17 ans. Le sang-froid de Manon finit par céder et des larmes coulèrent sur ses joues. Il ne reviendra pas, et maman non plus, et acheter un stupide train ne ramènera aucun d'eux. Elle monta en courant, laissant Ellie seule avec le poids de sa décision et l'écho de ses pas à l'étage. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Stéphane Lefebvre qui faisait toujours semblant de laver son camion tout en surveillant la maison des Mercier, rassemblant sans aucun doute des détails pour les conversations du lendemain au café du village. Ce soir-là, après que Manon se fut enfermée dans sa chambre avec ses devoirs et sa colère, Ellie retourna à la case de M. Dubois. La locomotive semblait différente dans la lumière déclinante, moins un morceau de machine abandonné et plus quelque chose attendant patiemment que son but soit révélé. Il grimpa dans la cabine de conduite et s'assit sur le siège du mécanicien, essayant d'imaginer son père dans cette même position pendant les années de guerre. La cabine sentait la rouille et la vieille graisse, mais sous ces odeurs, il y avait autre chose, quelque chose qui lui rappelait l'atelier de son père, les samedis matins passés à apprendre à utiliser des outils et à écouter des histoires sur l'importance du travail honnête. Thomas Mercier était un homme qui croyait en la valeur des choses qui durent, qui pouvait regarder une machine en panne et y voir non pas du rebut, mais du potentiel. « J'espère que tu sais ce que tu fais, papa » murmura Ellie à l'obscurité grandissante. Mais alors qu'il était assis dans cette locomotive silencieuse, entouré des fantômes du monde de son père, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Sandrine. Un sentiment de mission qui allait au-delà du paiement des factures et de la survie quotidienne. Il ne savait pas encore quelle pourrait être cette mission, mais pour la première fois depuis des mois, il était prêt à le découvrir. 3 jours après l'achat de la locomotive, Ellie se retrouva à grimper dans le grenier au-dessus du garage, à la recherche de la vieille caisse à outils de son père. L'échelle en bois craqua sous son poids alors qu'il se frayait un chemin entre les cartons de décoration de Noël et les souvenirs d'enfance oubliés. Des particules de poussière dansaient dans l'unique rayon de lumière qui parvenait à percer la petite fenêtre, créant une atmosphère presque cathédrale dans l'espace exigu. Il avait repoussé ce moment, sachant qu'ouvrir les affaires de son père ramènerait des souvenirs auxquels il n'était pas sûr d'être prêt à faire face. Mais s'il devait travailler sur la locomotive 447, il avait besoin d'outils appropriés, le genre de clés et de jauges spécialisées que les cheminots utilisaient depuis des générations. La caisse à outils se trouvait dans le coin le plus éloigné,
exactement là où il l'avait placé après avoir vidé l'atelier de son père 17 ans plus tôt. C'était une grande malle en métal peinte en vert forêt avec T. Mercier et SNCF, pochée en lettres blanches sur le couvercle. À côté se trouvait une plus petite boîte en bois qu'Ellie ne reconnut pas immédiatement, et une vieille lanterne à pétrole avec une base en laiton et une cheminée en verre qui avait miraculeusement échappé au ternissement malgré les années. Il attira la lanterne à lui, se souvenant soudain comment son père la portait lors de leur promenade nocturne autour de la gare de Triage quand Ellie était jeune. Thomas avait toujours insisté sur le fait que les lampes de poche électriques étaient trop dures, que la douce lueur du pétrole permettait à un homme de voir ce qui comptait vraiment sans éblouir sa vision nocturne. Une lanterne de cheminot te montre la vérité, avait dit son père. Une lumière électrique te montre juste ce qui est là. L'ouverture de la boîte en bois révéla les effets personnels de son père, une montre de poche, quelques vieilles photographies et la Bible reliée en cuir de Thomas. Ellie souleva la Bible avec précaution, surpris par son poids. Son père y lisait chaque soir avant de se coucher, mais Ellie ne l'avait jamais vraiment examiné de près. En ouvrant la couverture, un morceau de papier plié tomba, atterrissant sur le sol poussiéreux du grenier. Le papier était jauni par le temps et semblait cassant entre ses doigts. De l'écriture soignée de son père, il lut « Locomotive 447, fret SNCF, construite en mars 1943. Manifeste de cargaison spéciale, opération sauvegarde. Ce que la guerre n'a pu prendre, le chemin de fer l'a gardé. Cherche les modifications derrière le faux panneau. La vérité vaut plus que de l'or, mais elle appartient à ceux qui ont tout perdu. » Thomas Mercier, 1978. Ellie lut la note 3 fois, son cœur battant plus vite à chaque lecture. Locomotive 447, le même numéro que celle qui se trouvait à la case de M. Dubois. Son père connaissait ce train spécifique, il en avait écrit avec le genre de précision méticuleuse qu'il apportait à tout ce qui était important dans sa vie. « Papa » appela la voix de Manon d'en bas. « Qu'est-ce que tu fais là-haut » ? « Je cherche les outils de papy » répondit Ellie, pliant soigneusement la note et la glissant dans la poche de sa chemise. Il descendit avec la caisse à outils et la lanterne, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Manon l'attendait dans le garage, portant toujours son uniforme scolaire, mais avec ses cheveux relevés d'une manière qui la faisait paraître plus âgée que 16 ans. La mère de Chloé dit que toute la ville parle de l'achat de ce train. Elle dit que les gens pensent que tu as perdu la tête. Les gens ont toujours parlé, dit Ellie en posant la caisse à outils sur son établi et en commençant à examiner les outils à l'intérieur. Chacun était enveloppé dans un chiffon huilé, parfaitement conservé après près de 2 décennies de stockage. Ton grand-père disait que les seules opinions qui comptaient étaient celles des gens qui comprenaient ce que tu essayais d'accomplir. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir ? La question de Manon était directe mais pas accusatrice cette fois. Quelque chose dans son ton suggérait qu'elle voulait sincèrement comprendre. Ellie sortit la note de sa poche et la lui tendit. « J'ai trouvé ça dans la Bible de ton grand-père. » Manon la lut 2 fois, ses sourcils se fronçant de concentration. Locomotive 447. C'est le même numéro que la locomotive que tu as achetée. Oui. Qu'est-ce que l'opération sauvegarde ? Je ne sais pas, mais ton grand-père a écrit cette note 30 ans après la fin de la guerre. Ça veut dire qu'il y pensait encore, qu'il gardait encore une trace de ce train spécifique. Manon leva les yeux de la note, et pour la première fois depuis qu'il avait acheté la locomotive, son expression trahissait de la curiosité au lieu de la colère. Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de caché dedans ? Je pense que ton grand-père était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu, et il n'aurait pas écrit une chose pareille si ce n'était pas vrai. Ce soir-là, après que Manon fut allée se coucher, Ellie se rendit à la casse avec les outils de son père et la lanterne à pétrole. La locomotive semblait différente dans l'obscurité, plus imposante en quelque sorte, comme si le poids du mystère lui avait donné une nouvelle substance. Il grimpa dans la cabine de conduite et alluma la lanterne, ajustant la mèche jusqu'à ce qu'elle projette une lueur chaude et stable. La note mentionnait des modifications derrière un faux panneau. Ellie commença à examiner chaque surface de la cabine, passant ses mains le long des murs, vérifiant les irrégularités. La douce lumière de la lanterne révéla des détails qu'il avait manqués lors de son inspection de jour, des rayures dans le métal qui semblaient délibérées, de légères variations dans la peinture qui suggéraient que certaines surfaces avaient été repeintes. Derrière le siège du mécanicien, il trouva ce qu'il cherchait. Une section de la paroi arrière qui semblait identique au reste, mais qui sonnait creux quand il la tapotait avec ses doigts.
Le panneau métallique était maintenu en place par des boulons qui avaient été repeints pour correspondre à la surface environnante, mais la peinture était légèrement plus récente, appliquée sur une rouille déjà formée. À l'aide des outils de son père, Ellie retira soigneusement les boulons. Le panneau s'enleva pour révéler un compartiment caché de la taille d'une boîte à chaussures. À l'intérieur, enveloppée dans une toile huilée, se trouvait une enveloppe en papier craft épaisse de documents et de photographies. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. Le premier document était un manifeste de cargaison daté du 15 avril 1943, énumérant le contenu d'une expédition du Centre de traitement de Paris au point de distribution du centre de la France. Classification, restreint. En dessous se trouvait une liste d'articles qui n'avaient aucun sens immédiat. Effets personnels catégorie AM. Œuvres d'art classification en attente. Métaux précieux. Analyse requise. Documents. Importance historique. Sous le manifeste se trouvaient des photographies, des dizaines, en noir et blanc. Certaines montraient des cheminots chargeant des caisses en bois dans des wagons de marchandises. D'autres montraient l'intérieur d'entrepôts remplis de peintures, de sculptures et de ce qui ressemblait à des artefacts historiques. Et sur plusieurs de ces photographies, Ellie reconnut le jeune visage de son père parmi les ouvriers. Une photographie en particulier attira son attention. Elle montrait Thomas Mercier debout à côté de la locomotive 447, mais la locomotive semblait différente, plus neuve, avec des modifications à la zone de chargement qui n'étaient pas visibles sur la machine actuelle. Son père tenait quelque chose dans ses mains, bien que la photo fût trop sombre pour distinguer quoi. Au fond de l'enveloppe se trouvait une lettre écrite de la main de son père, mais celle-ci était adressée à Ellie. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé la locomotive et que tu as assez compris pour chercher la vérité. Ce que nous avons fait pendant la guerre était nécessaire, mais c'était aussi inachevé. Le gouvernement nous a demandé de transporter des biens récupérés, des choses que le régime de guerre avait volées à des familles à travers l'Europe. Une partie est retournée aux propriétaires légitimes. Une autre non. La locomotive 447 faisait partie d'un réseau qui gardait ces objets en sécurité jusqu'à ce qu'ils puissent être correctement restitués. J'étais censé finir le travail, mais la vie s'en est mêlée. Les objets sont toujours là, ils attendent toujours. Si tu choisis de continuer ce que j'ai commencé, souviens-toi qu'il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de rendre ce qui a été volé à des gens qui ont tout perdu. La carte est dans le foyer, derrière la brique du côté droit. Fais attention à qui tu fais confiance. Certaines personnes cherchent encore ce que nous avons caché. Thomas Mercier. Ellie resta assis dans la cabine de la locomotive pendant un long moment. La lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs alors qu'il assimilait ce qu'il venait de découvrir. Son père n'avait pas seulement travaillé sur des trains pendant la guerre. Il avait fait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose lié au chapitre le plus sombre du XXe siècle et à l'effort continu pour réparer certains de ses dégâts. Le lendemain matin, Pierre Martin le trouva toujours assis dans la locomotive. Pierre était le principal mécanicien de Douzeval, un homme capable de réparer tout ce qui avait un moteur, et qui avait assez bien connu Thomas Mercier pour le considérer comme un ami. « J'ai entendu dire que tu avais passé la nuit ici », dit Pierre en grimpant dans la cabine avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude des trains. « Manon a appelé mon atelier pour te chercher. » Elle était inquiète. « Pierre, que sais-tu du travail de mon père pendant la guerre ?» L'expression de Pierre devint prudente. Tom était un bon cheminot, il travaillait plus dur que la plupart, et était plus réservé que d'autres. Ce n'est pas ce que je demande. Pierre resta silencieux un long moment, étudiant le visage d'Ellie à la lumière du matin. Que as-tu trouvé? Ellie lui montra les documents et les photographies. Pierre les examina attentivement, ses mains burinées manipulant avec douceur le papier vieillissant. Quand il eut fini de lire, il rendit tout et s'adossa contre la paroi de la locomotive. Ton père ne t'a jamais parlé des trains spéciaux. Des trains spéciaux? Pendant la guerre, le chemin de fer transportait beaucoup de choses qui n'étaient pas sur les manifestes ordinaires. Des cargaisons gouvernementales, du matériel militaire, des choses qui devaient disparaître d'un endroit et réapparaître ailleurs sans que personne ne pose de questions. La voix de Pierre était prudente, mesurée. Tom était l'un des mécaniciens en qui ils avaient confiance pour les expéditions sensibles. Ce manifeste parle d'effets personnels et d'œuvres d'art. Ça ne ressemble pas à du matériel militaire. Non, en effet. Pierre se tut à nouveau, et Ellie pouvait le voir peser ce qu'il devait révéler.
Il y a eu des rumeurs après la guerre. Des histoires de trains chargés d'objets de valeur que le régime avait volés à des familles en Europe, des peintures, des bijoux, des objets culturels et religieux. Le gouvernement en a récupéré une partie, mais les restituer aux propriétaires légitimes était compliqué. Beaucoup de familles avaient disparu. D'autres s'étaient dispersées à travers le monde. Alors, ils l'ont caché. Ils étaient censés le cataloguer, faire des recherches, retrouver les familles s'ils le pouvaient. Mais la guerre a pris fin. Les gens avaient d'autres priorités, et une grande partie est restée dans des entrepôts à prendre la poussière. Pierre regarda directement Élie. Certains des cheminots qui l'avaient transporté pensaient que ce n'était pas juste. Ils pensaient que si le gouvernement n'allait pas finir le travail, peut-être que quelqu'un d'autre devrait le faire. Quelqu'un comme mon père. Je ne dis pas que ton père a fait quoi que ce soit d'illégal. Je dis juste qu'il était le genre d'homme qui croyait qu'il fallait finir ce qu'on avait commencé, surtout quand il s'agissait de bien agir envers les gens qui avaient souffert. Élie pensa à la lettre que son père lui avait laissée, à la mission inachevée et aux objets qui attendaient toujours d'être rendus à leurs propriétaires légitimes. Pierre, si quelqu'un voulait continuer ce travail aujourd'hui, hypothétiquement, que devrait-il savoir? Pierre sourit pour la première fois depuis son arrivée. Hypothétiquement, il devrait comprendre que certains secrets valent la peine d'être gardés, et que certaines promesses valent la peine d'être tenues, même si elles mettent des décennies à se réaliser. Il marqua une pause, regardant autour de la cabine de la locomotive avec appréciation. Il devrait aussi savoir qu'il ne le ferait pas seul. Certains d'entre nous attendent depuis longtemps que le fils de Tom comprenne ce que son père lui a laissé. La révélation que Pierre Martin était au courant des activités de son père pendant la guerre changea tout pour Élie. Au cours des jours suivants, il se surprit à regarder sa ville natale avec de nouveaux yeux, se demandant qui d'autre pouvait garder des secrets vieux de plusieurs décennies. Mais d'abord, il devait examiner la locomotive plus en détail, et cela signifiait comprendre exactement quelles modifications son père et ses collègues avaient apportées à la locomotive 447. Travaillant à la lueur de la lanterne à pétrole de son père, Élie commença une inspection systématique du système de freinage de la locomotive. Ce qu'il trouva confirma les allusions de Pierre sur la nature spéciale de cette machine particulière. Le mécanisme de freinage avait été modifié d'une manière qui n'avait aucun sens pour les opérations de fret normales. Des conduites d'air supplémentaires avaient été installées, créant un système de freinage secondaire qui pouvait être actionné indépendamment des commandes principales. « C'est brillant », dit Pierre quand Élie lui montra les modifications. Avec ce système, tu pouvais arrêter des wagons spécifiques sans affecter le reste du train. Si tu transportais une cargaison sensible qui devait être déposée à des endroits non marqués, cela te permettait de le faire sans que le reste de l'équipage le sache. Manon avait commencé à les rejoindre les soirs, apportant ses devoirs et un thermos de café tout en posant des questions de plus en plus sophistiquées sur les caractéristiques inhabituelles de la locomotive. Son embarras initial concernant l'achat de son père s'était transformé en une véritable curiosité, surtout après avoir passé plusieurs nuits à faire des recherches sur les opérations ferroviaires de la Seconde Guerre mondiale sur Internet. « J'ai trouvé quelque chose », annonça TL un soir, étalant des pages imprimées sur le sol de la locomotive. Il y avait un programme appelé l'Unité des monuments et des archives d'art, les hommes des monuments. Ils étaient responsables de la récupération des œuvres d'art et des artefacts culturels volés que le régime avait pillés dans les pays occupés. Élie examina les documents qu'elle avait imprimés. Le programme officiel avait pris fin au début des années 1950, mais Manon avait trouvé des références à des efforts continus pour localiser et restituer des objets volés bien dans les années 1960 et au-delà. « Regarde ça. » Manon pointa un paragraphe surligné en jaune. Il est dit que les réseaux ferroviaires étaient souvent utilisés pour transporter les objets récupérés car ils étaient plus sûrs que les expéditions par camion et plus faciles à suivre que les véhicules individuels. Mais il est aussi dit que certains équipages de cheminots se sont personnellement investis dans la mission et ont continué à travailler sur les restitutions même après la fin du programme officiel. Ça ressemble à papy. Manon continua. Maman disait toujours qu'il ne pouvait pas laisser un travail inachevé, même si ça lui prenait des années pour le terminer. Le système de freinage n'était pas la seule modification qu'ils découvrirent. Le tendeur à charbon de la locomotive avait été équipé de compartiments cachés accessibles uniquement de l'intérieur, et le foyer contenait une brique amovible qui dissimulait un espace assez grand pour contenir des documents ou de petits objets de valeur. Chaque découverte renforçait l'image de la locomotive 447 comme quelque chose de bien plus significatif qu'une simple locomotive de fret. Mais leur enquête commençait à attirer une attention qu'ils ne souhaitaient pas.
2 fois la semaine passée, Élie avait remarqué la même berline avec des plaques d'immatriculation lyonnaises garées dans différentes rues de la ville, toujours positionnées de manière à ce que le conducteur puisse observer la gare de triage. Quand il en parla à Pierre, l'expression de l'homme plus âgé devint sérieuse. Ça pourrait être des passionnés de chemin de fer, dit Pierre, mais son-on suggérait qu'il n'y croyait pas. Ou ça pourrait être des gens qui attendent depuis longtemps que la locomotive 447 refasse surface. Quel genre de gens? Le genre qui croit avoir un droit légitime sur ce que ton père et ses amis cachaient. Cette nuit-là, Élie ne put dormir. Il resta assis à la table de sa cuisine avec les documents de son père étalés devant lui, essayant de reconstituer l'ampleur de ce dans quoi Thomas Mercier avait été impliqué. La photographie montrait des opérations ferroviaires dans plusieurs régions, suggérant un réseau qui s'étendait bien au-delà de Douceval. Le manifeste répertoriait des dizaines d'expéditions sur une période de plusieurs années, chacune contenant des articles décrits dans un langage prudent mais énigmatique. Une photographie en particulier le troublait. Elle montrait son père debout avec 3 autres cheminots à côté d'un wagon de marchandises. Les visages des hommes étaient sérieux, presque sombres, et ils étaient entourés de caisses en bois marquées de symboles qu'Élie ne reconnaissait pas. Au dos de la photographie, quelqu'un avait écrit « Dernière cargaison, avril 1947 ». Réseau démantelé. Article en sécurité. En attente de résolution 1. C'était 4 ans après la construction de la locomotive, 2 ans après la fin de la guerre. Son père avait continué ce travail bien après que la plupart des gens soient passés aux préoccupations du temps de paix. Cet engagement suggérait quelque chose de plus profond qu'un devoir professionnel. Il suggérait une mission personnelle qui avait façonné le reste de la vie de Thomas Mercier. Manon le trouva toujours assis à la table quand elle descendit pour le petit déjeuner. « Papa, tu as dormi un peu. »« Pas beaucoup. » Il lui montra la photographie. « J'essaie de comprendre l'ampleur de cette opération et pourquoi elle comptait tant pour ton grand-père. » Manon étudia l'image attentivement. Ces caisses ont l'air différentes de celles des autres photos. Tu vois comment elles sont marquées avec ces symboles? Elle avait raison. Les symboles ressemblaient à des symboles anciens, bien qu'Élie ne pût en être certain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que Papy ne déplaçait pas seulement des œuvres d'art volées au hasard. Je pense qu'il aidait spécifiquement des familles qui ont souffert pendant la guerre à récupérer leurs biens. La voix de Manon était douce de réalisation. Papa, et s'il ne s'agissait pas seulement de récupérer des biens volés? Et s'il s'agissait d'essayer de restaurer ce que la grande tragédie de cette époque avait pris aux gens? La possibilité frappa Élie comme un coup physique. Si Manon avait raison, son père n'avait pas été qu'un simple cheminot suivant les ordres. Il avait fait partie d'un réseau dédié à la réparation de l'une des plus grandes injustices de l'histoire. Le poids de cette responsabilité, portée pendant des décennies sans reconnaissance ni soutien, commençait à expliquer pourquoi Thomas Mercier avait été si prudent pour garder des secrets et si insistant sur le fait que certains travaux étaient trop importants pour être abandonnés. Il y a autre chose, dit Manon en sortant une feuille de papier de son sac à dos. J'ai trouvé cet article sur des familles qui cherchent encore des objets volés pendant la guerre. Il y a des organisations qui aident à la recherche, des bases de données d'œuvres d'art disparues et d'héritages familiaux. Certaines de ces familles cherchent depuis 70 ans. Élie lut l'article, qui détaillait les efforts continus des survivants et de leurs descendants pour récupérer les trésors familiaux qui avaient disparu pendant la guerre. Les histoires étaient déchirantes, des alliances qui appartenaient à des familles depuis des générations, des peintures qui représentaient toute une vie de réalisation artistique, des objets culturels et religieux qui reliaient les familles à des siècles de tradition. Si ce que Papy a caché est lié à ces familles, dit Manon, alors peut-être que nous avons la responsabilité d'aider à finir ce qu'il a commencé. Cet après-midi-là, Élie et Manon se rendirent à la bibliothèque pour faire des recherches sur les organisations que Manon avait trouvées en ligne. Madame Dubois, la bibliothécaire âgée, se révéla être une ressource inattendue. Elle se souvenait des années de guerre.